Bonjour, donc je suis Cécile Lambert, chef de service de la Direction générale de l'offre de soins. Je suis l'adjointe de la directrice générale Marie Daudet. La Direction générale de l'offre de soins, c'est une direction du ministère de la Santé et de la Prévention, ministère qui est actuellement dirigé par M. François Braun. Et notre direction s'occupe principalement de l'organisation des soins, de l'organisation de la réponse aux besoins de santé des Françaises et des Français. Et nous sommes également particulièrement chargés de la formation initiale et continue et des conditions d'exercice des professions de santé. Alors d'abord, les clés, c'est d'offrir évidemment un environnement de travail propice. D'abord parce que c'est un environnement qui est bien traitant, qui apporte de la qualité de vie au travail et qui apporte des possibilités pour les professionnels de santé d'évoluer dans leur mission en fonction de leurs souhaits d'évolution et de leurs souhaits de prise de responsabilité. Pour cela, la Direction générale de l'offre de soins travaille à plusieurs types de dispositifs. D'abord, permettre aux soignants de changer de contexte d'exercice. Ça veut dire, par exemple, on est infirmier dans un service en particulier, on peut changer de service en cours de carrière, on peut se spécialiser, on peut prendre des responsabilités nouvelles, par exemple en devenant infirmier de pratique avancée. Ça peut être aussi favoriser l'exercice dit mixte entre la ville et l'hôpital, donc ne pas passer toute sa semaine dans le même contexte de travail, pouvoir changer à la fois d'environnement, d'équipe, de patients, de mode de prise en charge, etc. pour conserver de l'intérêt dans la durée pour son poste. Et puis, ce qui est aussi très important pour nous, c'est de limiter l'usure professionnelle, la fatigue professionnelle, puisqu'on sait que les professions de santé sont très exposées à ces risques, en particulier les infirmiers et les aides-soignants. Donc, il faut que l'on arrive à promouvoir des organisations qui préservent la santé des travailleurs, évidemment, et qui leur donnent des espaces de respiration dans leur carrière pour préserver leur capital santé et leur envie de travailler tout au long de la vie. Alors, nos recommandations, et en tout cas ce que l'on cherche, nous, à promouvoir, accompagner, comme dynamique, puisque du ministère et d'un bureau à Paris, on ne décide pas de tout, évidemment. D'abord, il faut qu'on partage une analyse sur l'évolution des besoins de santé, puisque cette évolution des besoins de santé, et en particulier l'évolution démographique en France, le vieillissement de la population, va avoir des implications sur la nature du travail des professionnels de santé, leurs conditions de travail et donc les nécessités de formation, d'équipement, d'organisation des services. Donc il faut qu'on arrive encore plus à se doter d'une analyse prospective sur les besoins presque immédiats d'aujourd'hui et de demain. Vous savez qu'on traverse une crise démographique importante sur la profession médicale et pendant encore 8 ans, on va avoir une situation qui va ne faire que s'aggraver sur les médecins disponibles pour soigner les Français. C'est les départs en retraite qui ne sont pas compensés par l'arrivée de nouveaux médecins tout simplement en exercice. Donc nous devons réinventer des organisations et des manières de travailler plus collectives peut-être, des exercices dits coordonnés, c'est-à-dire des professionnels qui travaillent entre eux au service du patient de façon un peu différente. Et puis nous devons aussi réussir à accompagner la montée en responsabilité, en compétences d'autres professionnels, par exemple les infirmiers de pratique avancée qui pourront apporter un complément dans les prises en charge pour pallier ces difficultés. On doit aussi faire en sorte qu'il y ait suffisamment de professionnels formés et donc on a également développé les capacités de formation dans les instituts de formation en soins infirmiers et pour les aides-soignants. Puisqu'il faut aussi que nous nous adaptions à la réalité sociétale, c'est que en France aujourd'hui, les travailleurs ne veulent pas faire le même métier toute leur vie. Et donc il est normal qu'au bout de 20 ans par exemple de carrière, en tant qu'infirmier, infirmière, on ait envie de faire autre chose. Donc il faut que notre appareil de formation prenne en compte le fait qu'il faut former peut-être plus de gens qui ne vont pas rester toute leur vie dans la carrière. Et puis il faut qu'on embarque des personnes qui cherchent un nouveau métier, et qu'on les embarque peut-être en milieu de vie professionnelle. Et puis, il faut qu'on accélère aussi les possibilités d'évolution, puisque les professions de santé sont très segmentées entre elles aujourd'hui. C'est très difficile de passer d'un métier à l'autre, d'une profession à l'autre. Et nous souhaitons pouvoir accélérer ça pour ceux qui sont motivés
et qui en ont les capacités et les moyens, il y en a beaucoup. Par exemple, pouvoir, quand on est aide-soignant, aide-soignante, devenir infirmier, infirmier, non pas en 3 ans en refaisant tout le cursus d'études initiales comme si on n'avait jamais travaillé dans la santé, mais en 2 ans, c'est-à-dire en tenant compte des acquis de l'expérience, qui est aujourd'hui insuffisamment développée en France. Notre recommandation aussi, c'est de faire très attention à la façon dont on accueille et dont on forme les étudiants en santé. On sait que les étudiants en santé sont très exposés par rapport aux autres étudiants, qui est déjà en France une population qui rencontre des difficultés de précarité, etc. C'est une population très exposée aux risques qu'on pourrait appeler psychosociaux, des risques sur la santé mentale et physique. Parce que les études en santé sont assez difficiles, on se confronte à des situations difficiles, la maladie, la mort, évidemment, les malades et leurs familles, etc. C'est quelque chose, quand on est très jeune, auquel on n'est pas forcément préparé. Et donc, il faut absolument que dans la façon dont les étudiants arrivent dans leur lieu de stage, ça puisse être fait de façon adaptée. Plus de tutorat et de mentorat, une plus grande proximité des maîtres de stage avec les étudiants en santé, des maîtres de stage mieux formés et reconnus dans leur rôle. Voilà. Enfin, ce que l'on souhaite nous promouvoir, notre préconisation, c'est des organisations qui redonnent une marge de manœuvre et un pouvoir d'agir aux soignants. On sent, en post-Covid, évidemment, où les soignants ont beaucoup donné, mais ont aussi été très contraints, puisque ça faisait partie des travailleurs de première ligne qui n'ont pas eu le choix, d'une certaine façon, de leur activité. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'on a pris des responsabilités, on a montré qu'on était capable de répondre, et puis finalement tout revient à la normale et je suis dans une chaîne hiérarchique où on ne m'écoute pas, où je n'ai pas d'espace de décision, où je ne peux pas proposer. Alors ça, on l'entend beaucoup sur les structures hospitalières. Donc nous, ce qu'on promeut, c'est des structures hospitalières qui replacent l'équipe au centre de la décision sur le projet médico-soignant et puis que les structures soient à l'écoute des besoins des soignants. Ça passe par des outils RH, ressources humaines, c'est-à-dire faciliter la conciliation vie pro-vie perso, en adaptant les organisations de travail et les plannings. Il y aura toujours la continuité des soins la nuit et le week-end, mais il y a des moyens de le rendre plus supportable pour les personnes dans la durée. Nous souhaitons aussi lancer et proposer, et nous allons le faire, un plan de reconnaissance salariale de ces suggestions, puisque ces travailleurs de première ligne qui assument ces contraintes doivent être reconnus financièrement par rapport à cela.